à nos trois intervenants. Je pense que c'était vraiment très, très intéressant, le parallèle entre trois pays. On aurait pu en faire d'autres parce que chaque pays a ses spécificités. En même temps, il est frappant de voir que c'est normal qu'il y ait des points communs, qu'il y ait des courants transversaux qui parlent d'un pays à un autre, etc., etc. Bon, alors maintenant, peut-être s'il y a des questions, on a un moment, oui. Oui. Il y a exactement jour pour jour 53 ans, soit le 23 mars 1965, il y a un équivalent au Maroc de mai-juin 68. Je vais juste rappeler un petit peu le contexte. Donc, le ministre de l'époque de l'Éducation avait pris une mesure sélective au niveau du secondaire. Ça veut dire il interdit le redoublement et ça touche que les gens du peuple en général. Et puis un soulèvement monstre dans toutes les villes du Maroc, pratiquement, les grandes villes. Et puis il y a une répression féroce également. Il y a peut-être des dizaines d'assassinats. Et le pouvoir se vantait aussi, parce qu'à l'époque à Casablanca, dans un hélicoptère, donc le roi lui-même et son premier ministre, son ministre d'Intérieur, tiraient sur les gens. C'est juste. Et ce mouvement-là, il aura un impact sur la vie politique et sociale du Maroc, puisqu'il y aura une effervescence dans la gauche, notamment avec l'Union nationale des étudiants marocains. Il y aura aussi, même dans la gauche classique, surtout le SFP, il y aura aussi une radicalisation. Et l'année 70 sera remarquée, il n'y aura que des procès, et puis des répressions continuelles. Et le roi, pour un petit peu calmer la situation dans les universités, a introduit des islamistes et en même temps a libéralisé les départs en France. Il y a plusieurs enfants populaires qui viennent en France, des boursiers, énormément. Et puis ça n'a pas empêché qu'il y ait une radicalisation partout. Et là, ça nous a conduit aussi au témoignage notamment de notre ami le roi. Alors, rappelez-vous, toutes les années 70, etc. Et moi, je pense qu'il faut que cela aussi mérite attention. Merci bien. En Tunisie, la période 62-65, c'est la période de gauche sur le plan d'essayer de faire des choses différentes. Et tu n'as pas du tout parlé des relations éventuelles qu'il pouvait y avoir entre les expériences d'autogestion dans les campagnes et les étudiants. Est-ce que les gens se connaissaient en dehors de quelques intellectuels français qui étaient mis sur place? Et est-ce que ça avait effectivement une influence un peu dans les masses, ce dont tu n'as pas parlé, Manu Dantal, Réseau Féministe Rupture et membre de l'IDS. Madame Malikara, vous avez dit dans votre intervention que pratiquement la jeunesse était très benbelliste. Alors, quel rôle vous attribuez au parti de Boudiaf, compte tenu que donc il a été tout de suite, il s'est opposé au coup d'État de Ben Bella, et d'ailleurs après aussi à celui beaucoup plus tard de Boumedienne. Et moi j'ai souvenir dans la cour de la Sorbonne qu'il y avait donc des stands du parti de Boudiaf, des militants qui étaient venus en France puisqu'ils s'étaient constitués au Maroc, puis ensuite en France. Et il y avait d'ailleurs aussi une table de presse de perspective que nous avons bien connue après d'ailleurs à la faculté de Vincennes, puisqu'ils y étaient très fortement présents. Ils étaient présents dans le cercle marxiste-léniniste, maoïste à la faculté de Vincennes. Donc je voulais savoir... à la Sorbonne en mai 68. À la Sorbonne en mai 68, bien entendu, et ensuite à la fac de Vincennes à partir de 69-70. Donc je voulais savoir où vous le placiez, quel rôle il a eu, quelle influence ils ont pu jouer. Et puis par ailleurs, j'aurais voulu que vous nous parliez aussi davantage du rôle des associations de femmes tout de suite après l'indépendance, parce que je pense que c'était comme on l'a dit beaucoup plus tard, surtout une association groupion, enfin une association de l'État, mais notamment justement puisqu'on a bien vu les différences avec les femmes tunisiennes, ce serait intéressant de comprendre en quoi précisément ça a pu donner par la suite et plus récemment des luttes donc des féministes algériennes sur la question du code de la famille, etc. Merci.
Merci d'être intervenu sur le Maroc. Là, je pense que c'était un utile rappel parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais ce qui s'est passé aussi au Maroc par la même période, extrêmement important. Non, parce que le Maroc a la réputation d'être couvert par le mot conservateur. Oui, non, mais vous avez bien fait de rappeler. Non, mais le régime est conservateur, pas forcément. Bien sûr, le régime, je parle du régime. Je vais intervenir sur deux choses. D'abord, simplement, avant de répondre à votre question, hein, ce qui est tout à fait pertinent, c'est tous les régimes arabes, là où il y avait des contestations de gauche dans le monde arabe, parce que je préfère dire régime du monde arabe que régimes arabes. Un jour, si on va dire à un Chaoui ou à un Rifin que c'est le Maghreb arabe, il va se fâcher très très fort. Bon, il ne faut quand même pas oublier la diversité de cette région. Partout en Tunisie, le régime bourguiba, séculariste, moderniste, anti-vieux turban, comme on les appelait à l'époque, a utilisé un mouvement proto-islamiste, on peut dire, et a favorisé son avènement pour lutter contre la gauche. Puisque en 1968, le gouvernement a autorisé la formation, la fondation d'associations de sauvegarde du Coran, ont été formés tous les leaders islamistes qui sont encore les leaders islamistes d'aujourd'hui, Ranouchi, Abd Fattah Mourou, etc., ont tous été formés dans les associations de sauvegarde du Coran, et leur revue qui s'appelait Al-Ma'rifa, la connaissance, était imprimée sur les presses du parti à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quel point on a utilisé le facteur islamiste, et puis après, bon, c'est l'histoire de Frankenstein, hein, on crée, et puis votre créature vous échappe. Voilà, et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors pour revenir, j'avais pas eu le temps effectivement d'insister sur cette question-là. Je crois qu'on peut, juste, je répondrai pas de façon exhaustive du tout, mais on peut dire deux choses. D'abord, quand on regarde l'origine régionale et sociale des militants de perspective, disons, entre le début des années 60 et la fin des années 60, c'est une origine régionale et sociale très diversifiée. Ce ne sont pas... et ça correspond, disons, à cette époque de méritocratie républicaine, où il y avait un ascenseur social en Tunisie, incontestablement, qui s'est arrêté par la suite. Et donc, les plus grands... si je prends un des dirigeants les plus importants de perspective, c'est l'extrême sud. Non, c'est vraiment l'extrême sud, du même village que Ranouchi d'ailleurs. Les deux intellectuels du village, ça a été un qui a été le leader de perspective et l'autre qui a été le leader des islamistes. Hamad Gabès. Et un autre, Ahmed Ben Arafmen par exemple, était originaire d'une famille nomade de la région de Sfax, paysanne, avait des liens avec le monde paysan. Vous avez des Tunisois, vous avez donc une origine régionale et sociale relativement diversifiée. Il y a eu évidemment au sein du monde perspective des tentatives de jonction avec le monde ouvrier et le monde paysan. En fait, la jonction avec le monde paysan ne s'est pas faite. Elle ne s'est pas faite pour une raison, me semble-t-il, c'est qu'au fond, la grande révolte du monde paysan contre la collectivisation, qui est effectivement une collectivisation forcée, autoritaire, donnant naissance à un capitalisme d'État, est une révolte de petits propriétaires urbains exploitants. Et surtout cette vieille qui existe depuis l'époque toute la région littorale en Tunisie, depuis la plus haute antiquité, est une région de petits propriétaires exploitants. Et donc un sens de la propriété rurale qui ne les amène pas naturellement vers des mouvements marxistes. Ça, c'est la première chose. En revanche, il y a eu des tentatives de rapprochement avec le GTT, avec le syndicat ouvrier. Disons que le syndicat ouvrier, le GTT, a eu des moments de rapprochement avec le pouvoir, des moments d'éloignement avec le pouvoir. Mais on a assisté de façon très brève, vraiment comme un peu des étoiles filantes, à des jonctions. Puisque lors de la grande rafle des étudiants de 72, me semble-t-il, et du début du procès de ces étudiants-là, tous les bus de Tunis s'étaient arrêtés. Parce que les traminots et les cheminots avaient arrêté tous les bus en solidarité avec les étudiants qui entraient en procès. Donc il y a eu, si vous voulez, certains... mais ça a été assez... Il n'y a pas eu de continuité de ces solidarités entre
entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Voilà. Merci Sophie Malika. Oui. Oui, moi aussi je voulais remercier d'avoir évoqué la manifestation du 23 février au Maroc, du 23 mars au Maroc. Décidément, j'ai un vrai problème avec les dates. Et notamment le bilan qui est de 10 morts selon les autorités et selon l'UNFP de 1000 victimes de cette manifestation. Et vous avez raison de rappeler le rôle que ça joue dans l'émergence de l'UNFP comme une force politique. Vous voyez ce mouvement qui scissionne de l'Istiqlal en 59 et regroupe les figures plus de gauche, Abdelrahim Bouabid, Ben Barka, avec ce moment juste après la manifestation où ça communique entre le roi et l'UNFP avant de devenir une répression beaucoup plus dure, ce qui me permet de revenir à la question de la date de ma manifestation de tout à l'heure, où je pense que c'est ma formulation qui était fautive et la date qui était bonne. La manifestation était bien à Alger en janvier 56, et donc probablement en l'honneur de Ben Barka, mais ce que je n'avais pas en 66, mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ça arrive au moment de la tricontinentale. Et pour le coup, cette manifestation, ce dont on est sûr, c'est qu'elle est organisée beaucoup à l'initiative de militants marocains qui sont présents à Alger et qui communiquent avec les militants de gauche et organisent de la mobilisation en l'honneur de Ben Barka, mais qui m'amène aussi à la difficulté qu'on a à identifier bien les événements et à les dater précisément, parce que on parle d'activités beaucoup organisées par des mouvements clandestins qui n'ont pas gardé beaucoup d'archives, qui n'ont pas beaucoup publié et dont les journaux ne donnent pas de traces. Et donc on dépend de souvenirs et de la façon dont les gens se racontent aujourd'hui ces événements, avec des fois des difficultés à dater ou à établir vraiment la signification d'une manifestation à un moment donné. Et ça m'amène à votre question sur le PRS et les différents autres mouvements d'opposition qui peuvent être présents en Algérie. Je pense au Front des forces socialistes également. C'est assez difficile de savoir ce qu'ils représentent dans la jeunesse à ce moment-là et quelle force ils représentent. Ils sont présents dans les universités, ils sont en dialogue parfois avec les militants de l'UNEA et avec les militants communistes, mais on a plusieurs problèmes. Le problème que ce sont des militants clandestins, qu'on dépend de leur récit aujourd'hui pour essayer d'évaluer un peu leur importance. C'est presque aussi difficile que de savoir c'est quoi le rapport de force entre les militants de gauche et les militants islamistes à chaque moment. On dépend quand même de témoignages qui sont fragiles et qui sont très fiables pour nous raconter certaines choses, mais pour mesurer l'importance d'un mouvement, ça devient vraiment extrêmement fragile. Et la deuxième chose qui pose un problème, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de l'Algérie n'est pas la même chose que ce qui se passe à l'intérieur, et que des mouvements clandestins ou même des mouvements dissous peuvent continuer à avoir une existence ou avoir une existence beaucoup plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense au cas de l'UNEA précisément. Après sa dissolution complète en 71, en fait, il continue à y avoir une UNEA de l'extérieur. Il continue à y avoir une UNEA en France, avec du papier en tête, avec de la documentation officielle. Et du coup, l'image qu'on se fait de ce qui se passe en Algérie depuis l'extérieur est passée par ce biais déformant de mouvements qui peuvent s'exprimer beaucoup plus librement à l'extérieur. Dernier point, le fait qu'il y a de la porosité entre la France et l'Algérie et il y a des gens qui bougent, et on en parlait tout à l'heure, le fait qu'en 65 vous avez un certain nombre de pieds rouges qui repartent aussi avec leur réseau, avec leurs contacts et avec leur représentation du monde, qui donne une image un peu déformante. Donc ces groupes sont présents, je ne saurais pas vous dire ce qu'ils représentent sur place très réellement. Dernière question, la question du rôle des associations de femmes. Alors, dans les associations, les organisations de masse qui se fondent tout de suite à l'indépendance, on a les étudiants dont je parlais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle l'UNFA, l'Union nationale
nationale des femmes algériennes. On a aussi évidemment l'UGTA qui se fonde, se refonde ou se transforme. On a aussi des associations comme les associations de Chouhada, de familles de Chouhada, de familles de martyrs de la guerre, qui sont des façons d'organiser la société. Ces organisations, associations de femmes, syndicats des travailleurs et évidemment les familles de martyrs, de même que les anciens moudjahidines, sont des associations ou des groupes qui sont... il y a tout un travail pour les mettre sous la coupe du régime assez rapidement et assez efficacement. Ça se passe de façon difficile. Le premier congrès de l'UNFA est un peu sportif, où les premières rencontres, notamment de Ben Bella avec les femmes, elles lui donnent du fil à retordre. Elles sont extrêmement présentes. De même, le premier congrès de l'UGTA est assez sportif pour les autorités, mais au fil des premières années, on arrive à les caporaliser beaucoup mieux que les étudiants. C'est celle qui résiste le plus longtemps, et l'association des étudiants. Et un dernier mot au sujet de cette UNFA caporalisée plus ou moins, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier qui se passe dans les années, après le coup d'État, dans les années 65-70. C'est que j'ai l'impression, moi, qu'il y a une dynamique un peu double autour à la fois du régime et du parti de l'avant-garde socialiste dont je parlais tout à l'heure, qui est dans cette position de soutien critique qu'on utilise aussi en Tunisie. C'est que la stratégie du PAG, c'est vraiment d'avoir des militants clandestins présents dans les organisations de masse et d'utiliser les organisations de masse. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'assez magique entre la capacité à être présent sur le terrain du FLN à travers ces organisations de masse, et la capacité militante des militants communistes présents dans les organisations de masse qui redonne à une organisation comme l'UNFA une forme d'efficacité. À la fin des années 70, au début des années 80, les communistes vont se retirer, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont se retirer des organisations de masse, et j'ai l'impression que les organisations de masse y perdent en quelque sorte en capacité militante. Voilà, on a une combinatoire assez particulière du prestige du FLN malgré tout auprès des femmes, et notamment dans les milieux populaires, et de la capacité militante des militantes du parti de l'avant-garde socialiste. En tout cas, c'est mon hypothèse pour cette organisation. Didier, un mot ? Oui, enfin, c'était parce que j'ai peur de m'être mal exprimé. Moi, c'est-à-dire que le soutien, l'appui aux islamistes ou les relations de proximité qu'avait eu le régime de Sadat avec les islamistes fait pas que c'est une création. C'est-à-dire que, faut être clair, les islamistes, on va dire, les frères musulmans, la branche principale ou historique, c'est un petit groupe qui est créé dans les années 1928 dans une toute petite ville de province, comme parmi une kyrielle d'associations religieuses, plutôt piétistes, on va dire, qui passe au Caire et qui, dans les années 30, va devenir un courant important. Alors après, quoi qu'on pense d'eux, etc., et devenir une force importante. Et ça n'en fait pas une création du régime. Pour les groupes radicaux, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est des dissidences radicalisées, etc., avec, théoriques et politiques en termes de pratique, et qui vont gagner. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'entre 68 et 72, dans la vague des grandes mobilisations, des grandes manifestations, ils sont absents ou très peu présents, notamment en 72. Ils se construisent à côté, ils se reconstruisent avec l'appui, mais ça en fait pas des... Moi, je crois pas aux théories des marionnettes et des choses comme ça. Donc, parce que sur l'Égypte... Nulle part, ce sont des marionnettes. Non, c'est ça. Mais parce que j'avais peur de m'être mal exprimé, c'est pour ça. Et donc, c'est l'idée, parce qu'il faut pas sous-estimer. Et c'est vrai que ce qui est spectaculaire, c'est ce côté d'être à côté d'un grand mouvement de mobilisation entre 68 et, on va dire, 77, quoi. Voilà. C'est tout. D'accord. Moi, j'aimerais peut-être, pour conclure, vous faire réagir sur une hypothèse, parce que là, en tant qu'ancien militant de 68, on était internationaliste, on soutenait la lutte du Vietnam, la Palestine, les luttes en Amérique latine, mais ce qui m'a marqué a posteriori, c'est que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, et aussi au CDTIM en particulier, on connaissait mal ou on parlait très peu de ce qu'était la tricontinentale. Or, il se trouve que la tricontinentale, elle a été portée sur les fonds baptismaux, justement, par trois des leaders dont nous venons de parler, par
Nasser, qui a joué un rôle au début, après qui s'en est plutôt retiré. Ben Bella, qui a été extrêmement actif pendant plusieurs périodes, pendant 64-65, avant le coup d'État. Et bien entendu Mehdi Ben Barka, qui était la cheville ouvrière principale, on peut dire, de la tricontinentale, qui sillonnait le monde pour la constituer, qui était jusqu'en Asie, qui a fait un travail absolument formidable. Et donc, comme vous le savez, octobre 65, Ben Barka est enlevé et assassiné ici à Paris. Juin 65, c'est Boumedienne qui renverse Ben Bella, voilà. Et puis entre-temps, Nasser, il était plutôt, alors ça, bon, il faudrait voir pourquoi, mais beaucoup plus aux abonnés absents. Et après, quand la tricontinentale, la conférence inaugurale a lieu à La Havane en janvier 66, où il y a beaucoup de monde, et notamment beaucoup de militants, de leaders anti-impérialistes, anticolonialistes, africains, asiatiques, et bien entendu latino-américains, l'écho de ça en France a été globalement, dans mon souvenir en tout cas, je n'ai pas spécialement travaillé dessus, mais quand même, un peu posteriori, je crois que je peux dire ça, assez faible, relativement faible par rapport aux échos que continue à avoir la guerre au Vietnam, ou les questions palestiniennes, ou les premiers foyers de guérilla en Amérique latine. Et moi, j'ai une hypothèse, et c'est celle-là que parce que je pense que plusieurs des personnes qui sont ici peuvent être concernées directement ou indirectement, c'est que c'est largement lié à cette histoire des pieds rouges. C'est qu'une bonne partie de la génération précédente de la mienne, qui s'était engagé dans le soutien à la lutte d'indépendance du peuple algérien, les porteurs de valises, ils étaient allés très loin. Une bonne partie sont ensuite allés en Algérie pour, qu'on les appelait les pieds rouges, il y en avait de toutes sortes, hein. Je vous renvoie au bouquin de Catherine Simon là, que j'ai publié sur la question, et qui était en fait finalement la fine fleur de la génération précédente, la plus engagée dans le combat internationaliste. Ils sont allés en Algérie pour essayer de participer à ce qui était vu comme le phare du socialisme, du tiers-mondisme, de l'anti-impérialisme de l'époque. Et puis boum, le coup d'État de 60... Déjà, les illusions avaient commencé assez tôt, avant le coup d'État, et le coup d'État a sonné la fin de la récréation, si j'ose dire, et beaucoup sont rentrés. Et j'ai été très frappé, moi, personnellement, d'avoir côtoyé beaucoup de ces camarades plus vieux que moi, pendant toutes les années militantes qui ont suivi 68, et dont j'ai découvert, en lisant le livre de Catherine Simon que j'ai publié, que beaucoup d'entre eux avaient été en Algérie. À cette période-là, ils ne me l'avaient jamais dit, ils n'en avaient jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Ça veut dire que le bilan de cet échec, de cet engagement socialiste d'une génération un peu plus vieille que la mienne, il n'a jamais été fait. Et du coup, comme l'Algérie de Ben Bella, l'Algérie socialiste, tiers-mondiste, etc., était à fer de lance de la tricontinentale, qui était quelque chose quand même d'assez énorme, quand on y pense. Non, fer de lance, j'exagère. L'Algérie n'a jamais été le fer de lance. Non, mais le fer de lance, t'as raison, c'était... Non, mais pour les Français, ça jouait un rôle important de l'époque. Voilà. Attends, je te donne la parole après, justement. Je finis là-dessus, simplement. C'est de dire qu'on est passé un peu à côté de ça, et après, bon, la tricontinentale a subi une répression nord-américaine, de la CIA, de tout ça, absolument démente. Et on a assassiné une bonne partie des militants, des dirigeants anticolonialistes qui s'étaient réunis à ce moment-là, et tout ça finira par échouer. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a comme qui dirait, ce qui nous a réunis pour cette histoire de mai 68 vue des Suds, c'était l'idée de dire que mai 68 français était loin de résumer tout ce qui s'est passé dans cette période extrêmement riche. On l'a vu ce soir, pour ce qui concerne le monde arabe, mais on l'a vu aussi les autres soirées, on le verra pour les autres encore, et que, je veux dire, en France, on n'a pas perçu, je pense, les plus vieilles générations comme les plus jeunes, justement la nature complexe de cette intrication nord-sud qui fait produire ces faits jusqu'ici. Voilà. Je voulais vous soumettre cette hypothèse et puis voilà, répondre rapidement. Non, je crois, effectivement, les années 60, il me semble les années 60 jusqu'au milieu jusqu'à la première partie, le premier tiers des années 70, sont un mouvement mondial. Ça, c'est l'évidence. Avec évidemment des modalités particulières d'un pays à l'autre, ce qui est tout à fait, encore là, tout à fait normal. Donc, et moi je pense, je faisais mes études en France à l'époque, à Paris, en mai 68, il y avait quand même une dimension internationaliste extrêmement importante. C'est ce que j'ai dit, Oui. Mais pas celle tricontinentale. Alors, il ne faut pas oublier quand même que dans cette dimension internationaliste, il y avait des dimensions qu'on appelait à l'époque tiers-mondistes qui étaient extrêmement importantes. Le travail de la tricontinentale était relié entre autres par la revue Partisan quand même, de façon
quand même, c'est de la revue partisan, c'était pas rien à l'époque. Hein. C'était relativement important. C'était une revue qui était très lue. Aujourd'hui, elle aurait 3 lecteurs. Je veux dire, une revue pareille. Hein, bon, mais, et c'est pas par hasard que François Maspero, quelques années plus tard, en 1978, a lui essayé de ressusciter la revue Tricontinentale. Il faut croire que ça avait un écho quand même extrêmement important. Il a fait 2 ou 3 numéros. C'est moi qui ai fait le premier. Oui, voilà, oui, j'avais fait un article dans le premier numéro, je me souviens. Et donc, moi, je suis pas tellement... Et moi, je ne pense pas... D'abord, si on regarde les principaux acteurs de la Tricontinentale, Ben Bella est relativement en retrait. Par rapport à Ben Barka, par exemple, il n'y a pas de comparaison. Hein. L'Algérie, c'était la construction du socialisme algérien. Et je pense que si, à supposer, ce dont je ne suis pas sûr, que la Tricontinentale n'ait pas eu l'écho qu'elle aurait dû avoir en France, je ne pense pas que ce soit du fait des pieds rouges, parce que là, il y a un biais algérien quand même qui peut paraître un tout petit peu exagéré, ce qui ne m'étonne pas de toi. D'accord. Ok. Bon, Malika, un mot? Oui, alors moi je risque de souffrir complètement du même biais. Hein. Je voulais répondre dans un sens un peu différent sur ce que a pu représenter l'Algérie au-delà de ses frontières, et le fait que il y a d'une certaine façon une expérience très personnelle de 62 dans plein d'endroits du monde, et pour plein de gens. Pour plein de gens, c'est un moment, une victoire personnelle. L'indépendance. L'indépendance algérienne, la révolution algérienne, c'est un... Voilà, je pense aux mémoires de Fawaz Traboulsi, où il raconte son vécu de 62, et le fait qu'il se rencontre avec des camarades communistes irakiens, et ils se congratulent de leur victoire, qui est une victoire pour eux. Et l'Algérie devient un lieu extrêmement attractif pour plein de gens qui font réellement le voyage, c'est-à-dire qui se déplacent réellement. Je pense à des jeunes Britanniques de Oxfam qui convoient une voiture qui est un don pour les Algériens pendant l'été 62. Enfin, aujourd'hui, ça paraît un peu fou, mais l'idée qu'on puisse vouloir aller en Algérie, et que pour beaucoup de gens, ça soit le lieu de la réalisation possible d'une utopie. C'est le lieu où elle va pouvoir être mise en acte. Et je pense que si on regarde par exemple un certain nombre d'écrits, je pense à ceux de Juliette Mince, je pense à Bruno Etienne également, des gens qui ont été en Algérie et qui ont ensuite écrit des ouvrages savants, mais souvent leurs préfaces, elles sont assez intéressantes parce qu'elles disent au fond la déception de ça. Et cette déception, elle est très amère, elle est très personnelle aussi, et du coup elle projette quelque chose sur le pays aussi. Donc il y a un vrai moment un peu magique de 62 qui pose des vrais problèmes à l'intérieur. Comment on peut s'opposer au régime qui naît de ça, par exemple? Quelle est la possibilité d'existence pour une opposition politique face à un régime qui naît d'une telle ferveur révolutionnaire? Enfin, je veux dire, c'est la seule révolution contre une colonisation de peuplement. Voilà, c'est la seule révolution qui renverse une colonisation de peuplement. L'Afrique du Sud, qui est une vraie... Et ça ne fonctionne pas. C'est la colonisation de peuplement. C'est pas pareil. Et du coup, il y a un modalité, moment bien sûr, mais enfin quand même. Elle ne se renverse pas au profit de la population colonisée. Enfin voilà, on a un cas un peu unique, un peu magique. Et cette magie, jusqu'à quand elle dure? Et jusqu'à quand elle dure pour qui? Et là, je pense qu'il y a une vraie question. Quand est-ce qu'on la quitte? Quand est-ce qu'on considère qu'elle est critiquable? Quand est-ce qu'on considère qu'elle n'est plus le lieu de cette utopie? Et où se déplace cette utopie? À quel moment est-ce qu'elle se termine pour les Algériens? Je pense qu'il y a des moments, que 65 c'est un moment, que probablement 79 c'est un moment, et probablement bien au-delà de l'Algérie, un moment où il y a une dynamique qui est celle de peut-être 62 à 79. Et là, je reprends une formule que j'aime beaucoup de Françoise, qui posait la question de savoir si 68 était l'enfant de 62. Mais il y a un temps comme ça dont on a à discuter, à la fois le début et probablement aussi la fin. Didier? Alors, désolé, mais l'exemple algérien est très important en Égypte. Déjà, l'engagement du régime dans le soutien. Je vous rappelle que Guy Mollet qualifiait Gamal de Nasser, de Mussolini, je sais pas quoi, et que l'engagement, le soutien, notamment au FLN, militaire, diplomatique, etc., était très important. Et donc l'Algérie, c'est important. Et un exemple, c'est que il y a le film de Youssef Chahine
sur Jamila, pardon. Et puis en arabe classique, ce qui n'est pas rien pour Youssef Chahine, qui était très alexandrin, on va dire. Et puis, un exemple très petit, mais dans les prisons nassériennes, les militants communistes du courant ultra-majoritaire, on va appeler stalinien pour aller vite, quand ils discutaient de ce qui allait être 2 ans après, en 64, leur ralliement soutien au régime nassérien, l'expérience algérienne, notamment la dissolution du PCA dans le FLN, avec l'exemple de Cuba, il faut être honnête, hein, quand les gens discutent, vous discutiez avec, malheureusement la plupart sont morts, les vétérans qui étaient en prison dans les prisons, l'Algérie, l'exemple algérien, était un exemple très 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 important. Et les 62-65, le socialisme, expérience Ben Bella, je sais pas quoi, du Caire, ils n'étaient pas au Caire, ils étaient souvent dans les oasis ou dans les autres prisons, pour la frange progressiste, c'était une grande fascination, un grand exemple, une grande interrogation au sens positif. Donc c'est vrai que c'était... Non, moi je ne conteste absolument pas, un dernier mot, je conteste absolument pas l'importance qu'a eu la guerre d'indépendance d'Algérie. Je pense que d'ailleurs, ça c'est une digression, mais justement, l'appeler révolution algérienne, cette confusion a été très importante pour la suite de confondre une guerre d'indépendance et une révolution, ce qui n'est pas la même chose, bien sûr. Je dis pas, c'est parce que François parlait uniquement de la tricontinentale, donc ce que j'ai dit, c'est par rapport à la tricontinentale, pas à l'importance globale, à l'importance symbolique de la guerre d'indépendance algérienne, bien sûr. Bon, bah, écoutez, le dernier. En 62, avec Stanislas Tomkiewicz et Marcel Franciscade, nous avions organisé à partir de la France une formation médicale en Kabylie, et dans laquelle l'idée c'était de se projeter pour faire à la fois de l'alphabétisation et de la formation de cadres sanitaires. Et donc j'ai été chargé de préparer tout ça en Algérie, dans laquelle j'ai eu un soutien de Pablo Raptis, mais qui ne servait pas à grand-chose, et une opposition farouche du Parti communiste algérien, qui ne voulait pas d'étrangers en Algérie. Et en réalité, on y est arrivé en s'entendant directement avec les Kabyles, et en particulier donc avec la Wilaya. Et donc on a pu faire cette expérience pendant 3 mois. Et le résultat de cette expérience, nous on est retourné en France, c'est que dans un premier temps, on avait fabriqué 200 chômeurs, puisqu'ils n'ont pas été réutilisés. Mais l'année suivante, ils ont tous été intégrés dans le corps sanitaire algérien. C'est-à-dire que quelque part, comme les Vietnamiens faisaient la même chose dans le sud de l'Algérie, eh bien, c'est une autre version de Pierrot, si vous voulez, en dehors de ceux qui criaient la révolution sur place, mais dans ce type de solidarité, finalement, ça laissait des traces. Merci Abraham. Écoutez, je propose qu'on clore cette première partie de notre soirée en remerciant nos 3 intervenants. C'était très riche, on a appris beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup de pistes qui ont été ouvertes, et je les en remercie.